Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Et nous voilà tous réunis pour une nouvelle émission. Et comme toujours, c'est Marika qui va démarrer cette émission avec un nouveau sujet, les acteurs financiers. Alors, on vous écoute religieusement, Marika. Qui sont-ils, ces acteurs financiers? Bonsoir Bernard. Oui, je pensais que c'était un bon sujet parce que souvent on se pose la question de quand on a un besoin, qui est-ce qu'on va voir? Et donc déjà, avant de parler des différents acteurs, euh, on va parler des différentes raisons en fait qui pourraient nous pousser à rechercher de l'aide. Et il y en a cinq principales. La première, c'est la retraite. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, il y a pas mal de personnes qui se posent la question, est-ce que je devrais avoir une retraite privée, ce genre de choses. L'investissement, parce qu'il y a plein de personnes qui aimeraient commencer à investir, mais ils ne savent pas nécessairement comment le faire, par où commencer. Il y a un grand tableau sur la gestion de la dette. Donc, par exemple, comment créer un plan, comment rembourser, comment budgéter pour arriver justement à rembourser éventuellement de la dette qu'on avait pris avant. Un quatrième plan où c'est vraiment plus fiscal, où c'est vraiment en gros, le fait de minimiser ses taxes. Et le cinquième aspect, c'est la transmission. Donc la transmission à ses enfants, petits-enfants, etc. Donc, sur ces principales raisons, du coup, il y a plein d'acteurs. Et donc, on va commencer par exemple par les conseillers financiers. Donc, les conseillers financiers, c'est ceux qui donnent des conseils sur des investissements, mais aussi sur la retraite et tout ce qui est assurance. Après, on a des banquiers de détail. Donc ça, c'est vraiment ceux qui gèrent les demandes, entre guillemets, journalières. Donc ça va être les prêts, les comptes. Après, on a les banquiers privés. Donc ça, c'est des conseils personnalisés pour des clients qui sont plus fortunés. On a après les family office. Et donc ça, c'est l'organisation de la gestion patrimoine qui est spécialisée du coup pour les grosses fortunes. On a des brokers. Donc ça, c'est des intermédiaires financiers qui mettent en lien en fait l'offre et la demande. Donc c'est juste un intermédiaire. On a des conseillers fiscaux. Donc ça, c'est vraiment sur la planification des taxes. Et on a du coaching qui se développe depuis ces dernières années où là, on est vraiment en amont. On est dans la stratégie, dans le fait de se poser les bonnes questions, d'avoir les bons réflexes et de gagner en connaissances, puisque le but, c'est vraiment de progresser et d'avancer. Et donc, en fait, tous ces acteurs, ils sont liés, enfin, il y a plusieurs, en fait, points. Ça dépend du patrimoine, donc de la richesse. Ça dépend de la spécificité du besoin, évidemment. Donc, est-ce qu'on parle de taxes? Est-ce qu'on parle de connaissances? Est-ce qu'on parle d'investissement? Et aussi d'indépendance, parce qu'il y a des conseillers financiers qui vont vous proposer des produits de d'entités différentes, ou alors des conseillers financiers qui vont vous présenter ou vous proposer que des produits de la compagnie pour laquelle ils travaillent. Vous Alors, voulez ben, ajouter quelque je vais un chose? petit peu réagir sur. Alors, il y a toujours quelque chose sur lequel j'aime bien réagir, j'aime bien un peu sortir de mes gonds quand on parle de cette retraite, de préparer la retraite, surtout en ce moment, surtout avec tout ce qui se passe. Et tout. Alors, ça, pour moi, c'est du baratin. C'est du baratin de conseiller financier qui tient le bon bout pour vous vendre un produit retraite. Donc, bien sûr qu'il faut préparer sa retraite, mais au lieu de préparer sa retraite, depuis que le monde est monde, même dans la Bible, on retrouve peut-être pas des commandements, mais des conseils et des préconisations pour faire en sorte que quand les vieux jours viendront, on ait de quoi subvenir à ses besoins. Et, euh, et donc, le conseil qui est le plus à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est un conseil dans la Bible, je ne sais plus qui dit à qui, mais c'est de se construire un troupeau. Parce qu'en fin de compte, une fois qu'on a un troupeau, on a juste à gérer le troupeau. Et donc, on a un revenu passif, puisque les bêtes du troupeau, quelles qu'elles soient, font des petits. Et donc, on fait la gestion. Et ça veut dire quoi, construire un troupeau? Ça veut dire que quand on est jeune et qu'on a un troupeau, ben, il faut limiter ses besoins pour ne pas vendre toutes ces bêtes et pour pouvoir donc accoupler et que le troupeau grandisse. Et donc, ça, c'est un conseil qui a été donné il y a à peu près 5000 ans. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Quand vous êtes actif,
bah, une partie, vous devez un peu limiter vos besoins pour consacrer une partie de vos revenus à préparer le futur. Si vous faites partie des super nantis, ben, vous n'aurez même pas à limiter vos besoins parce que en vivant, et c'est là où il y a un côté relatif à bien comprendre. C'est-à-dire que ça veut dire quoi être super nanti? Je vais vous le définir très clairement. C'est à partir du moment où vous vivez comme vous avez envie de vivre et qu'il vous reste largement de quoi mettre de côté. Donc, c'est surtout pas un chiffre, donc 10, 20, 30, 40, 50, ça veut rien dire. Il y a des gens, vous pouvez leur en donner autant que vous voulez, de toute façon, ils n'auront jamais assez. Et il y a des gens, je ne sais pas très bien comment ils font, mais avec une petite somme ou une somme vraiment très raisonnable, ils arrivent à mettre beaucoup d'argent de côté. Donc, on est nanti quand on peut vivre comme on veut avec son argent et on est super nanti quand, en plus de vivre comme on veut, on a de quoi mettre de côté. Ensuite, comment est-ce qu'on met de côté? Passer par les acteurs que vous voulez, mais je vais vous le dire, je le répète, je le dis à longueur de journée, 80% de bon sens, 20% de technicité. Donc, allez voir un banquier, allez voir un coach, allez voir un conseiller financier, allez voir qui vous voulez. Il doit vous apporter 20% de technicité et vous 80% de bon sens. Si malheureusement le bon sens vous échappe, ben, il va falloir voir quelqu'un qui, en plus de vous amener de la technicité, peut vous apporter du bon sens. Et si le bon sens financier vous échappe, ça veut dire tout simplement que vous êtes prodigue, que vous n'avez pas de notion, que vous dépensez des trucs. C'est ni une honte, ni une maladie honteuse. C'est comme ça. C'est tout. Ça fait partie des caractères. Il y en a qui fument, il y en a qui boivent, il y en a qui mangent trop, et ben, il y en a qui dépensent trop. Donc, c'est pas la peine d'en faire tout un plat. Trouvez les bons consultants et les bons aides. Après, les acteurs, on a toujours souvent envie et tendance de les opposer les uns aux autres en disant, voilà, moi je suis coach, donc j'ai pas de produit à vendre, donc en vérité je suis très honnête, je suis plus honnête que les autres. Moi je suis conseiller financier, j'ai pas de banque, j'ai pas de compagnie d'assurance, donc je vais chercher le meilleur pour vous. Moi je suis banquier, mais dans ma banque, je trouve le meilleur pour vous et je construis les meilleures choses possibles avec ce que j'ai. Et c'est pas parce que vous avez une meilleure pierre que vous ferez une meilleure maison. Ce que vous avez besoin, c'est d'un meilleur architecte, d'un meilleur bâtisseur. En fin de compte, tout ça aussi, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Trouvez chaussure à votre pied, trouvez quelqu'un de bien avec qui vous avez une relation de confiance. Ça, je pense que c'est numéro un, la relation de confiance. Une fois que vous avez une relation de confiance, ben, ne faites pas une confiance aveugle. Ça, c'est l'enseignement de la vie pour tout. Donc, vérifiez quand même de temps en temps. D'abord, la personne à qui vous avez confier votre confiance, elle peut vous décevoir, ou elle peut ne pas être à la hauteur de vos espérances, ou aussi peut tout simplement, ou elle peut tout simplement se tromper, et donc un petit contrôle de temps en temps, ou une demande de contrôle de temps en temps, ça vous permettra de vérifier qu'il est toujours digne de votre confiance, et ça vous permettra aussi de vérifier qu'il n'a pas fait d'erreur, ce qui peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs d'entre nous. Donc voilà un petit peu pour les acteurs. Et une fois que vous avez fait ça, ben, le sujet, il est en réalité très très simple. Allez, je vous laisse réagir là. C'est un peu dense tout ce que j'ai dit. Ben non, mais complètement. Je pense que le point principal, c'est vraiment la confiance. C'est ce que vous avez dit. Enfin, déjà, avant la confiance, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de faire et pourquoi j'ai envie de le faire. Et une fois que vous avez bien défini le projet ou le besoin, ben, du coup, c'est de trouver la bonne personne. Comment on trouve la bonne personne? C'est en ayant une confiance. Et puis, encore une fois, si le but, c'est ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est à quel point en fait on a envie de faire soi-même ou de sous-traiter, de dépenser en termes d'énergie ou alors de juste de se dire bah, que c'est pas notre truc. Bien réfléchir à sa tranquillité d'esprit quand même, puisque bah, si on investit, possiblement il y a du risque, et donc qui dit risque dit volatilité. Donc on n'a pas envie non plus de se dire, OK, je fais moi-même, j'investis, et puis on se retrouve à se réveiller en pleine nuit parce que bah, on n'a pas bien anticipé, on n'a bien pas bien prévu ce qu'on avait pensé de faire. Donc, je pense, oui, c'est vraiment, est-ce qu'on fait soi-même ou est-ce qu'on traite? Est-ce qu'on dépense de l'énergie ou alors, bah non, on préfère l'utiliser ailleurs? Et comment on gagne en tranquillité d'esprit, qui est toujours, selon moi, lié à la connaissance. Du coup, c'est vraiment, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi je le fais et comment je vais le faire. Alors, moi, j'ai une petite divergence. Euh, alors, d'abord, je vais vous dire quelque chose d'un petit peu drôle. Donc, c'est vrai que si vous gérez tout seul
votre épargne ou votre patrimoine, vous allez pouvoir vous réveiller en pleine nuit à cause de choses graves, de choses complètement inattendues. Si vous faites confiance à un gestionnaire, c'est lui qui se réveillera en pleine nuit et s'il est honnête, il vous appellera au petit matin. Donc, ça ne change pas grand-chose. Voilà, on est sur quelques heures. Donc, lui, il se réveillera en pleine nuit en se disant, merde, ce truc-là. Il se dira, bon, allez, je ne vais pas appeler le client à 4 heures du matin. Je vous appellerai peut-être pas à 9 heures aussi, parce qu'il va se dire, déjà, il va m'engueuler. Alors, en plus, si je l'appelle à 9 heures, je vais prendre cher. Donc, il va vous appeler vers 10 heures, 10 heures et quart, en vous disant, ça va. Et ensuite, il vous annoncera la nouvelle. Donc, il n'y a pas autant que ça à gagner sur la tranquillité d'esprit. Voilà. Et là où il y a beaucoup là où il y a beaucoup à gagner à passer par quelqu'un, c'est que petit à petit, vous allez pouvoir le charger de cette mission pour vous et vous vous concentrer soit sur d'autres choses. Et là, vous avez beaucoup à gagner dans votre vie parce que vous allez peut-être faire du sport, parce que vous allez peut-être vous occuper de vos enfants, parce que vous allez peut-être passer du temps, voilà. Et quand il y aura les moments de crise, comme vous avez confiance, vous dira, OK, c'est compliqué, OK, je peux perdre, mais eux, ils gèrent. Eux, ils gèrent, eux, ils montent la garde, eux, ils sont là. Donc ça, c'est vraiment la première des choses qui a, euh, qui a à gagner à aller voir un professionnel. C'est un peu comme quand vous refaites une pièce chez vous et que vous voulez faire la peinture. OK, le professionnel, il fait mieux que vous, mais somme toute, bon, bah, avec des tutos sur Internet et tout, on s'en sort pas si mal que ça. Et vous pouvez aussi plutôt bien faire. Mais si vous le confiez à quelqu'un, ça va vous décharger. Et alors, nous, on a un petit secret dans l'intermédiation financière, c'est qu'en réalité, on est au même prix. Donc, très souvent, quand le client décide de faire tout seul, il va quasiment rien économiser. Alors, il y a un petit peu d'économie, il ne faut pas dire qu'il va rien économiser. Il y a un petit peu d'économie, mais il va quasiment rien économiser. C'est-à-dire, nous, les gens qui, chez nous, ont un contrat d'assurance vie, qui nous appellent pour nous dire achetez ça, vendez ça, ou qui nous laissent le faire pour eux et qui nous laissent leur proposer quoi faire, voire même qui nous signent un document avec une société de gestion et tout, les prix sont très très proches. Alors d'un côté, les frais ne s'appliquent pas au même endroit, ne s'appliquent pas au même truc, mais les prix sont vraiment très très proches. Et bon, comme on est un monde d'affaires,istes et un monde très concurrentiel, faire jouer la concurrence, ça permet aussi de faire baisser les prix. Donc voilà un petit peu pour les acteurs. Et après, il y a des acteurs obligatoires. C'est-à-dire que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous allez être en contact avec des acteurs. C'est-à-dire que d'abord, il y a des acteurs qui vont vous démarcher. Il y a des acteurs qui vont vous appeler, qui vont vous démarcher, qui vont être recommandés. Il y a ce qu'on appelle dans notre métier beaucoup d'approches par les relationnels, par les amis. Donc voilà, vous avez toujours autour de vous quelqu'un qui travaille un peu dans la finance personnelle, dans le conseil en gestion de patrimoine, qui est assureur. Après, vous avez des acteurs obligatoires, c'est-à-dire que, on va prendre l'exemple de la France, mais en France, vous êtes obligé d'avoir un assureur. C'est pas possible d'avoir une vie normale sans avoir un assureur, parce que vous devez assurer votre maison, parce qu'il y a des assurances, donc vous allez parler avec un courtier ou un agent qui, lui, est vecteur de conseil. Automatiquement, quand vous êtes dans une entreprise, il y a aussi des assurances d'entreprise avec des choix que vous allez devoir faire. Donc, vous allez avoir un référent ou au moins un contrat à signer. On peut, je pense même plus que ce soit possible aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était encore possible, mais on est obligé d'avoir un compte en banque, voire même des comptes en banque et de trouver des solutions. Donc, vous allez avoir un ou plusieurs banquiers en face de vous qui va engager. Donc, après, vous avez juste un petit peu à étoffer. Et puis voilà, donc utilisez les acteurs qui sont autour de vous pour avoir les bons conseils, pour avoir les bonnes choses. Et le jour où vous en trouverez un qui vous paraît suffisamment compétent pour s'occuper de vos affaires et suffisamment digne de confiance pour être à vos côtés, et ben voilà, allez-y, le choix, il est vite fait. Et je ne me rappelle plus qui disait dans sa célèbre vidéo, mais voilà, la question, elle est répondue. Donc, à vous, Marika, elle est suffisamment répondue, la question, ou pas suffisamment? Bah, c'était une bonne conclusion, franchement. Non, mais je lirais juste ça avec l'impact un peu de tout ce qui est plateforme en ce moment qui explose depuis quelques années où en théorie on peut tout faire, ou beaucoup de choses en tout cas soi-même.
Et du coup, dans mon podcast, j'avais interviewé un gestionnaire de patrimoine et je lui ai demandé justement sur les métiers de conseil, est-ce qu'il y a eu un impact? Et il disait, bah, pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours besoin d'une interaction humaine, même si la technologie accélère. Donc, en fait, c'est vraiment retourner enfin, à son besoin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ai envie de le faire, comment je vais le faire. Et après, trouver soit sa propre personne, mais du coup, ça demande de l'énergie, du temps dont on a discuté avant, ou alors bah, trouver une personne de confiance. Clairement, c'est ça. Super. Eh ben, écoutez, parfait. Encore une fois, un sujet rondement mené. On est impatient de vous re-recevoir pour un nouveau sujet. Donc, celui-ci va passer 2 fois et le nouveau, ce sera dans 15 jours. Voilà, notre Excellent. plateau est maintenant au complet. Les invités, nos mousquetaires nous ont rejoints. David Calfon et Maël Toledano sont là. Adrien Lalanne de Lazare Frères Gestion, bonsoir Adrien, nous a rejoint aussi et il est Bonsoir. là. Et on va commencer avec l'édito. Alors, une immense crise financière menace. Pour certains, vous l'aurez reconnu, c'est le titre de la lettre ou de l'article de Jacques Attali qu'on voit énormément tourner sur les réseaux sociaux. Et visiblement, elle a marqué beaucoup de questions d'intégration qu'elle a suscitées. Que dit exactement cette lettre? Jacques Attali nous explique qu'elle aura probablement lieu au cours de l'été et que si elle n'a pas lieu à ce moment, elle aura lieu plus tard et sera plus forte. Il nous explique que la situation mondiale ne tient que par la force du dollar, que cette dernière est menacée de tous les côtés, budgétaire, financière, politique, économique, politique. Globalement, il explique que le facteur 1 qui engendrera la crise est la dette, et l'incapacité des forces politiques américaines à s'entendre sur sa réduction et la probable hausse du plafond de la dette autorisée. Donc ça, c'est un petit peu son corps de la lettre. Je vais citer une de ses remarques. À cela s'ajoute un climat révolutionnaire où plus personne n'exclut une crise constitutionnelle, pouvant même conduire, selon certains, à la sécession de certains États. Là, on reconnaît tout à fait Jacques Attali et son côté pessimiste. Plus pessimiste que moi, tu meurs. Il rajoute certains éléments politiques, un peu d'économie pour expliquer que la croissance n'avalera pas la dette. En fin de compte, avec la croissance, on ne pourra pas rembourser la dette. Et ensuite, il nous explique comment l'éviter. Mais vu les mesures qu'il prône, c'est impossible à mettre en œuvre avant l'été. Donc, sa crise, elle devrait intervenir. Et dans le monde dans lequel nous vivons, ce serait même compliqué que les différents États se mettent d'accord d'en discuter avant l'été. Donc, même avant l'été, ils ne pourraient pas se mettre d'accord de dire on va un jour ou l'autre discuter de ça. On va maintenant essayer de décrypter ça, de voir un petit peu ce que chacun en pense. Allez, je vais vous donner mon avis, comme ça on va rester, je pense qu'on ne sera peut-être pas consensuel. Alors, mon avis, c'est clair, c'est du n'importe quoi, cette lettre. Voilà, c'est du n'importe quoi. Donc, ça fait le buzz, ça crée mouvement. La preuve, c'est que même nous, à la French Radio, on en parle. Beaucoup de gens vont avoir quelque chose à dire. Mais alors, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est n'importe quoi et après, je vais vous passer la parole. D'abord, euh, on ne peut pas prévoir une crise. On ne peut pas dire, voilà, la crise, elle va avoir lieu cet été, machin, bidule, chouette. Ça, c'est de la boule de cristal. Donc, même si on a une grave crise financière au mois de juillet, ce sera un hasard. C'est pas possible de prévoir comme ça, boum, en disant telle date et telle date. Ensuite, les éléments qui met en avant, donc la dette américaine, la perte de la suprématie, le changement de la vie américaine, l'attaque sur le dollar, le fait que la Chine revienne, tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement connus de tous. C'est des éléments qui ont entre 20 et 40 ans d'existence. Et on voit que l'Amérique ne va plus finalement être le leader, n'est déjà plus le leader incontesté, sera peut-être demain, ne sera peut-être plus demain le leader, que la part des échanges internationaux en dollars, même si elle est extrêmement prédominante, ne cesse de baisser depuis 40 ans, petit à petit, qu'un jour ou l'autre, il y aura une deuxième monnaie de référence, une troisième monnaie de référence ou des monnaies de référence. C'est d'ailleurs un rêve des Européens avec leur euro. Et l'euro, petit à petit, prend sa place, même s'il est loin d'être comme le dollar. Et, euh, et après, bon, sur les mesures à prendre, voilà. Et après, j'ai un autre sujet très personnel où je vais m'avancer. Je ne suis pas sûr que mes invités soient d'accord.
quand la dette est émise dans sa propre devise par sa banque centrale, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Pourquoi c'est pas si grave que ça? Parce que avant de créer ce système, il n'y avait pas de dette sur le budget des États, tout simplement parce que les États créaient de la monnaie. Et en fin de compte, l'ajustement mondial se faisait par la valeur des monnaies. Et les États qui étaient rigoureux avaient une monnaie qui montait, comme l'Allemagne et comme la Suisse. Les États qui étaient moins rigoureux avaient une monnaie qui baissait, comme la France, l'Italie et l'Espagne. Et si on regarde les États-Unis pendant toute cette période, eh ben, ils étaient des fois rigoureux, des fois moins rigoureux. Et il y avait ces fameuses bornes du dollar, où le dollar, pendant des années, a bougé entre 5 francs et 10 francs. Et c'était un peu la différence de rigueur des pays ou des politiques. Voilà, allez, j'ai beaucoup parlé, j'ai mis un petit peu les thèmes à aborder et à voir, et on va tout de suite commencer, comme d'habitude, par David Calfon. David, vous en pensez quoi? Et Bernard, je suis pas très loin de votre opinion. Je voulais juste, voilà, bon, c'est toujours très intéressant de voir dans nos métiers le nombre de personnes qui se plaisent à prédire des catastrophes. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est un peu une option gratuite. Vous prédisez une catastrophe. Si elle arrive, vous êtes le génie parce que vous étiez le seul à en parler. Si elle n'arrive pas, bah, c'est pas grave, on aura tous oublié parce que comme tout ira bien, bah, finalement, pourquoi se souvenir de choses désagréables? Voilà. Donc là aussi, je pense que le plafond de la dette aux États-Unis, c'est un peu un serpent de mer. C'est un serpent de mer qui, voilà, qui revient à périodicité très constante. Des fois, on joue un peu les prolongations, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis au bout d'un moment, tout se règle comme il se doit. Donc, voilà, je pense pas que ce soit le vrai déclenchement d'une crise super importante. Voilà, et puis je dirais toujours que on a souvent prédit la fin du monde et à ce jour, on est toujours là. Donc, non, non, je pense, quoi, franchement, je considère pas cette prévision ou prédiction plutôt comme quelque chose avec lequel il faut forcément composer. On va passer à Adrien. Adrien Lalanne, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, juste en 2 mots, on va vous présenter. Vous faites partie de l'équipe de gestion obligataire chez Lazare Frères. Vous en êtes le Oui. dirigeant, je pense d'ailleurs même. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du Pas tout. du tout. Je suis géro-analyste au sein de l'équipe de Lazare Frères Gestion sur l'obligataire, les taux, le crédit, voilà, sous la responsabilité d'Éléonore Bunel. Voilà. D'accord. Alors, cette lettre, vous l'avez lue, je suppose? Oui, oui, alors, c'est vrai que nous, alors, on partage en partie la vision de Jacques Attali pour des points qui sont différents. C'est-à-dire que nous, notre scénario central, c'est celui d'une récession qui arriverait au Q3, Q4 de cette année. Maintenant, il n'est pas exclu que la récession arrive plus vite. Alors pourquoi on pense que le point principal, c'est le marché de l'emploi aux États-Unis qui semble se fragiliser. On regarde les indicateurs clés, hein, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont en hausse depuis plusieurs semaines. Donc voilà, on est moins confortable qu'il y a 3 ou 4 mois. On pense qu'on a eu un rallye notamment sur le marché obligataire, hein, depuis le mois de novembre qui a été très important. On a aujourd'hui des marges de crédit, donc c'est-à-dire ce surplus de risque que payent les émetteurs pour se refinancer, qui est vraiment au plus serré. On a pareil, les assurances de couverture qui sont au plus bas. Et donc, du coup, on pense que c'est vrai que le marché, lui, est très résilient. On aura l'occasion d'y revenir. On a un marché qui est très résilient. Tout est à cause. On pense que on arrive en fin de course du cycle économique et que plus la récession mettra du temps à arriver, plus elle frappera fort compte tenu du fait que nous avons des banquiers centraux qui auront probablement augmenté leur taux d'avantage. Et donc, voilà, une possibilité de se retourner moins agile. Alors, et si je comprends bien, bon, et vous avez, comme Jacques Attali, une vision d'un problème futur, mais le problème n'est pas le même. Lui, il parle d'une crise financière.
Donc, un petit peu comme un krach bancaire ou un petit peu comme la tension qu'on a connue x2, x3, x4, qui parle de quelque chose de très, très grave et de beaucoup plus fort que ce qu'on a connu. Vous parlez d'une récession, donc ce que vous parlez, c'est une crise économique. Donc, en fin de compte, si on Bien a une sûr. récession, c'est parce que les entreprises vont moins tourner, ça va créer un petit peu de chômage. Donc, automatiquement, il va falloir que les Non, banquiers centraux agissent pour remettre du souffle dans la machine. Mais alors, sauf si je me trompe et que j'ai mal compris ou l'un ou l'autre, vous ne parlez pas de la même chose. non, non, on ne parle pas du tout de la même chose. On parle d'un degré totalement différent, bien sûr. Mais voilà, nous, dans nos modèles, on price une récession cette année. D'accord. Alors, Maël, cette sacrée lettre, vous l'avez lue? Oui, je l'ai lu, très intéressante cette lettre, mais moi je partage un peu votre avis, Bernard. C'est quelqu'un d'assez pessimiste, hein, Jacques Attali. Et bah là, c'est du grand Jacques Attali, quoi. C'est la catastrophe. Tout va s'effondrer. Donc, par contre, je partage également aussi votre analyse sur le fait que les États-Unis, ils sont un peu en train de perdre de leur influence. Et je trouve que tout va dans ce sens-là. On voyait qu'aujourd'hui, les pays arabes commencent à renouer un peu avec l'Iran. L'Arabie Saoudite, qui avait peur des Américains, des conséquences, aujourd'hui, ils en ont beaucoup moins peur, hein, puisqu'ils ont reçu le. Ils sont en train de normaliser les relations avec l'Iran. Donc, ils perdent de leur influence. On voit qu'Emmanuel Macron, dans son discours, officiellement, il dit qu'on veut devenir la troisième puissance et qu'on veut un peu se détacher des Américains. Donc, je suis également d'accord avec ce point que vous avez soulevé. Et alors, de dire qu'il va y avoir une récession, je ne suis pas le plus grand spécialiste pour le dire, mais en attendant, la dette américaine, à chaque fois qu'elle arrive au plafond, il relève le plafond et puis ça passe très bien, hein. Ça n'a jamais généré de crise, même si ça devient colossal, cette dette, je ne vois pas ce qui pourrait changer. Très bien. Alors, et si on pousse un petit peu, c'est un des points de Jacques Attali. Donc, Jacques Attali, ce qu'il dit, il dit voilà, le dollar n'a plus la force qu'il a. Et bon, il y avait la force économique du dollar, la force militaire des Américains, la force culturelle des Américains. Donc, on voit bien que c'est vrai, même si elle est omniprésente, hein, parce que chaque fois qu'il y a un blockbuster au cinéma, c'est quand même un film américain. Et chaque fois qu'il y a un endroit où ça pète dans le monde, ça se calme quand les porte-avions américains arrivent ou quand les Américains commencent à dire que la livraison d'armes, c'est open bar. Et voilà, et pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui est capable de prendre la place. Le dollar, ça reste la monnaie de référence, mais ça l'est plus. Imaginons que tout ça, dans les années à venir, parce que c'est pas une question de moi, petit à petit, ça finisse par se remplacer. Et comment vous voyez le monde si demain l'Amérique n'est plus la première puissance économique, si demain l'Amérique n'est plus la première puissance militaire, voilà, et si demain soit une monnaie entre guillemets d'un espèce de monde non aligné, parce que ce qu'on voit bien se dessiner, c'est que maintenant il va y avoir, donc il y a les atlantistes, il y a et puis c'est tout. Et puis en fin de compte, il y a les non alignés qui vont rester légèrement atlantiste et ne pas vouloir s'aligner. Et après, il y a une zone avec la Chine, la Russie, qui, entre nous soit dit, est en train de se vassaliser à la Chine, probablement l'Iran et une partie du monde arabe qui va créer un nouveau bloc qui vont s'appeler les non-alignés, mais qui seront parfaitement alignés sur Pékin. Qu'est-ce que ça pourrait changer si, année après année, on arrive à nouveau à une bipolarisation un petit peu comme celle qu'on avait connue du temps de la guerre froide, mais cette fois-ci avec un vrai leadership économique capable de contrer les États-Unis, alors que du temps de la guerre froide, même si l'Empire soviétique aurait peut-être pu tenir le dragée en termes militaires, dans les autres domaines, c'était même pas en rêve. Euh, David, un mot là-dessus? Oui, je pense que tout dépend de la rapidité de ce changement. Si c'est à mon sens, c'est un changement qui, j'hésite en fait, hein, savoir si ce changement pourrait être brutal ou s'il est forcément progressif. Moi, j'aurais tendance à dire que ces pertes d'influence, elles sont forcément progressives, ce qui laisse malgré tout un certain nombre
ce qui laisse un peu de temps à tous pour s'adapter. Après, si on repense à la dernière fois qu'un grand leader économique a totalement perdu ce statut de grand leader économique, bah, c'était le Japon dans les années 80. Et ça s'est fait effectivement avec une crise financière au Japon qui a été terrible, avec des années de sous-performance boursière, des années de récession, des années de déflation qui ont été extrêmement longues, mais dans un domaine qui était assez cantonné. Alors, en revanche, le yen n'était pas la monnaie refuge, la monnaie de référence au niveau mondial. Voilà, ils étaient leaders économiques, mais ils n'étaient pas c'était pas le leader au niveau de la monnaie. Donc, écoutez, non, là-dessus, je suis assez partagé. Je pense que si c'est une transition qui se fait relativement progressivement, je pense qu'on aura tous le temps de s'adapter, mais avec un peu de casse au passage, hein, parce que on a du mal à remettre en cause les grands principes. Hein. On l'a très bien vu avec 10 ans de surperformance des valeurs de croissance. C'est compliqué après de se dire qu'il faut passer à la value. Hein. On a des automatismes, on a tout ce genre de choses qui restent en place. Donc, je pense que voilà, si ça se fait en douceur et progressivement, on aura le temps de s'adapter. Si c'est plus brutal, en fait, plus c'est brutal, plus ça sera compliqué. Adrien, vous en pensez quoi, vous? D'abord, est-ce que vous pensez que, première question, est-ce que vous pensez que dans le temps, ça va arriver, ou est-ce que c'est pour l'instant qu'un scénario fiction et rien ne permet de penser que ça va arriver? Et ensuite, la deuxième question, c'est si ça arrive, comment est-ce que vous voyez que ça pourrait bouger nos grandes lignes macroéconomiques? Oui, alors ça peut arriver. Hein, en, en- dans tous les cas, je suis assez d'accord avec David, c'est-à-dire que tout va dépendre de la vitesse de la transition, si transition il y a. Parce que la capacité des grands acteurs économiques secondaires à s'adapter à cette transition va être déterminante. Je pense notamment à l'Europe, hein, qui est très liée aux États-Unis. Je pense notamment à tous les flux économiques qui vont devoir se réorienter. Donc, s'il y a une adaptation progressive, je pense que l'impact sera minime, mais si la vitesse est trop rapide, eh ben, il pourrait y avoir un impact majeur. Euh, voilà, après, très difficile à apprécier. Allez, Maël, vous en pensez quoi, vous? Là, c'est des questions difficiles, Maël. Il faut y Je aller suis là. d'accord avec, je suis d'accord avec ces messieurs. Je dirais que ça a déjà un peu commencé, donc ça va se faire vraisemblablement progressivement, puisqu'on voit déjà que la Russie et la Chine sont déjà très présentes en Afrique, par exemple, où nous, les Français, on avait une influence importante et ils ont déjà commencé à œuvrer là-bas. Et du coup, justement, cette scission, cette dichotomie, elle est déjà en marche. Euh, je ne vois pas comment ça pourrait se faire hyper rapidement. Donc, je pense que ça va se faire dans le temps, on vivra avec. Mais je pense aussi que les États-Unis, leur influence, la diminution de leur influence, elle est quelque part, elle est un peu voulue. Hein. Depuis Donald Trump, ils ont décidé déjà d'être moins influents et de choisir leur zone d'influence. Il faut ils en retirent quelque chose. C'est plus uniquement du politique, il faut qu'il y ait de l'économique derrière. Et donc, je pense que ça a déjà commencé pour nous. D'accord. Eh ben, ça aura été notre conclusion pour cette immense crise financière de Jacques Attali. C'est maintenant à David Calfon avec son point marché sur lequel on réagira tous ensemble après. Allez-y, David, on vous écoute. Merci Bernard, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve effectivement à nouveau pour une chronique des marchés. On dit souvent que les marchés oscillent en permanence entre un optimisme insoutenable et un pessimisme injustifié. Eh bien, 2023 ne fait pas exception à cette règle. Prenons par exemple les taux d'intérêt à 10 ans américains. Vous savez que la variation de ces taux d'intérêt reflète bien les anticipations de croissance et d'inflation. Eh bien, ces taux ont baissé de 0,4% en janvier pour remonter de 0,4% en février, pour rebaisser à nouveau de 0,4% en mars et depuis le mois d'avril de reprendre sur une pente haussière. Pour les marchés obligataires, ces variations sont tout simplement énormes et soulignent à quel point il est difficile de trouver des prix d'équilibre pour les actifs financiers tant les incertitudes macroéconomiques sont grandes.
La semaine dernière a encore une fois bien illustré ce mouvement de balancier. Hein. Les actions et les matières premières ont rebondi car les attentes de croissance ont été soutenues par des chiffres d'inflation moins mauvais que prévu aux États-Unis et en Chine. Il y a à peine quelques semaines, c'était le récit de la récession qui avait clairement le dessus en raison de préoccupations croissantes au sujet du resserrement du crédit. En ce moment, on est en train de parler du retour, de l'atterrissage en douceur. Alors, en termes de performance, où en sommes-nous depuis le début de l'année? À vendredi dernier, les actions américaines et les actions japonaises étaient en hausse d'environ 8%, alors que les actions européennes progressaient de plus de 16%. CAC 40 en tête. On remercie au passage Bernard Arnault pour sa contribution au travers des résultats spectaculaires de LVMH. Au niveau de l'activité économique, les chiffres publiés aux États-Unis montrent que l'économie américaine, malgré tout, fait toujours preuve de résilience, malgré un ralentissement qui commence à se matérialiser. Et pour la Fed, l'absence de coup d'arrêt total de l'économie signifie que le resserrement monétaire peut encore se poursuivre et une dernière hausse de 25 points de base semble toujours faire consensus au sein de ses membres. Alors du côté de la Banque centrale européenne, on a toujours une présidente, Christine Lagarde, qui a confirmé que le resserrement monétaire restait d'actualité face à la vigueur de l'inflation. Et même si elle a souligné l'importance des incertitudes qui entourent les prises de décision de l'institution, les hausses de prix vont rester beaucoup trop élevées et beaucoup trop longtemps au regard de l'objectif de 2% de la BCE. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de taux d'intérêt, en Europe, on va probablement avoir à nouveau 3 hausses de taux, mais probablement d'une ampleur plus faible, étant donné les risques qui commencent à se matérialiser au niveau économique. Mais 3 hausses de taux de 25 points de base, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des taux monétaires, des taux courts qui vont se retrouver à 3,75%. De quoi faire pâlir les rendements des fonds euros dont l'inertie n'est plus approuvée. Alors, à l'occasion de cette chronique des marchés, je voudrais ouvrir le débat avec nos invités sur un sujet qui tient à cœur pour la gestion de patrimoine, c'est le fonds euro. Il y a quand même un paradoxe, c'est que lorsque les taux d'intérêt baissaient, il fallait sortir du fonds euro pour trouver du rendement ailleurs. Maintenant que les taux d'intérêt remontent, le fonds euro va continuer de donner des rendements très inférieurs à ce qu'il est facile de trouver sur le marché monétaire ou obligataire. La vraie question est, ce support est-il définitivement mort? Bernard, éclairez-nous sur ce sujet, parce que moi, personnellement, je suis un peu perdu. Je pensais qu'avec la remontée des taux, tout le monde dirait, ah oui, ça y est, c'est le retour du fonds euro, mais en fait, pas du tout. Alors, je vais vous donner un point de vue qui ne va pas être consensuel. Pour moi, le fonds euro, c'est une escroquerie. Voilà. C'est une escroquerie et c'est une escroquerie depuis toujours. C'est une escroquerie organisée, construite, légalisée, mais en réalité, les assureurs perçoivent un rendement, gardent une partie de ce rendement pour eux depuis l'origine, depuis toujours. Donc ça veut dire qu'ils prennent une partie de ce qui aurait dû revenir à leurs assurés, donc entre guillemets à leurs clients, pour le redonner à ces clients quand bon leur semble, pour conforter pour eux une stratégie, on va dire, une stratégie commerciale. Et donc, dans les années 70 et fin des années 70, en fin de compte, le fonds euro, il donnait 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, mais l'inflation, elle était à 12, 13. Et quand il y avait des émissions obligataires, donc pour les gens qui pourraient acheter des obligations, les obligations, elles rendaient facilement du 14%, du 15%, du 13%. Mais comme il y avait une bonne manière de vendre, ça vendait du fonds euro. Donc petit à petit, ces compagnies d'assurance se sont gavées et se sont surstockées d'obligations avec des taux alléchants, hein, d'obligations à 8, à 9, à 10, à 11, à 12. Et quand les taux ont commencé à baisser, et qu'elles n'avaient pas tout donné à leurs clients qui auraient dû le recevoir, elles se sont retrouvées avec du papier et elles se sont retrouvées avec des rendements nettement supérieurs aux taux courts de l'époque et aussi supérieurs aux taux longs. Et à partir de ce moment-là, ça a duré, ça a dû durer quoi? Ça a duré, allez, on va dire, de 1990 jusqu'à 2020, 2021 à peu près.
Ça a duré comme ça, où là, c'était bien. Là, les assureurs, sentant la fin approcher, ils sont partis expliquer à tout le monde qu'il fallait sortir pour aller vers des UC. Ils nous ont même payé à nous, les intermédiaires, pour qu'on pousse les gens à aller vers des UC. La vraie raison, c'était pourquoi? C'était parce qu'ils avaient plus trop de rendement sur le fonds euro, mais surtout, ils n'avaient pas de rentabilité pour eux. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de gérer tellement, tellement serré qu'ils n'avaient pas de rentabilité. Les temps ont maintenant changé et maintenant, ils sont plutôt à vouloir récupérer un petit peu d'argent et quelques nouveaux clients sur le fonds euro. Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, une affaire qu'on suit tous ici chez Generali, quand H2O a remboursé une partie de ses parts bloquées, Generali, au lieu de flécher le remboursement sur son fonds monétaire comme il le faisait d'habitude, a fléché le remboursement sur son fonds euro. Pourquoi? On leur a demandé pourquoi. La raison officielle, c'est parce on va acheter des obligations, parce qu'aujourd'hui, on a des bons taux. Alors, est-ce la fin du fonds euro? Non. Non pour deux raisons. Parce que le fonds euro, il amène sérénité et tranquillité que aucun autre fonds n'est capable d'apporter. Et même s'il y a cette loi Sapin qui a mis première épée de Damoclès, et même s'il pourrait y arriver, et il pourrait y arriver, les gens n'y croient pas, même moi, j'y crois pas vraiment. Il y a de la sérénité, il y a de la sécurité, et donc pour tous les gens qui s'en fichent du rendement, mais qui veulent bien dormir la nuit et faire des nuits complètes sans aucun réveil, c'est quand même parfait. La deuxième des choses, c'est que dans le fonds euro, il y a une haute technicité que très peu de gens savent faire. Et souvent, d'ailleurs, on voit qu'il y a des faillites ou qu'il y a des gros problèmes, justement à cause de ce manque de technicité. C'est faire des placements à long terme, faire des placements à long terme pour donner la possibilité à ses clients de placer sans perdre. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le fonds euro, un mois après, vous pouvez sortir. Vous mettez 1 million d'euros, vous en avez besoin pour acheter de l'immobilier, vous les ressortez. L'assureur, lui, il aura placé des choses à 17 ans, à 14 ans, à 3 ans, à 2 ans. Il aura acheté des actions, un peu d'immobilier, un peu de choses comme ça. Mais il va gérer le terme pour que les gens puissent rentrer et sortir à volonté. Donc non, le fonds euro, il ne va pas disparaître, il ne disparaîtra jamais. D'ailleurs, là, avec l'augmentation des taux, il va remonter. Certes, on va commencer à avoir des fonds obligataires qui vont donner plus que le fonds euro. Mais comme l'année 2022 a été très mauvaise pour les obligataires, il va quand même falloir attendre un peu de temps pour qu'on ait des rentabilités sur 3 ans supérieures au fonds euro. Et après, les clients iront un petit peu. Donc nous, jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, on n'avait quasiment pas d'obligations dans nos portefeuilles. Et avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, on a recommencé à se positionner. Et donc c'est sûr qu'on est fortement acheteur d'obligations puisqu'on n'en avait pas. Mais les gens qui vendent du fonds euro pour acheter des obligations, c'est souvent des gens qui avaient 40% ou 50% au fonds euro et qui maintenant acceptent de se partager et de venir dans le monde obligataire. Donc non, non, il va absolument pas disparaître. Voilà. Alors, on va demander l'avis de l'assureur Maël et ensuite on va passer à Adrien qui lui a une vision un peu différente de l'obligataire que nous. Allez-y Maël. Je vais vous faire plaisir, Bernard. Je dis toujours que c'est pas mon domaine, je suis pas économiste. Là, vous êtes dans mon domaine. Donc, je vais pouvoir vous répondre, j'espère, de façon argumentée. Il y a deux phénomènes importants qui viennent de se produire récemment. Donc, il y a une compagnie d'assurance italienne qui a déposé le bilan. Et c'est l'État italien qui a dû venir la secourir à cause de son fonds euro, justement. Et c'est en corrélation avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec cette fameuse banque SVB américaine. Il va se produire la même chose, ou il pourrait se produire potentiellement la même chose sur les fonds euros. À savoir qu'une remontée des taux entraîne une baisse du nominal des obligations, et donc des fonds propres. En l'occurrence, un cut de 30% sur les banques américaines. Le fonds euro, c'est la même chose, hein, c'est 80% d'obligations. Et donc, une remontée des taux, ça a un impact important pour les fonds euros. Ce qui veut dire que les fonds euros, ils décollectent beaucoup aujourd'hui, puisque aujourd'hui, sur du dépôt à terme, vous pouvez avoir facilement plus de 3,5%. Donc, les clients rachètent ou arbitrent. Pour pallier à cette décollecte, ils annoncent aujourd'hui des bonus de fidélité pour les nouveaux entrants, qui sont avec des taux quand même assez importants, hein, entre 4,5% et 5%. Pourquoi? C'est justement pour collecter, pour remplacer les actifs
qui vont sortir du fonds euro. Mieux vaut payer 4,5 un nouvel entrant que d'acter une paume de -20 sur le cours de l'obligation. Donc ça, c'est un risque. Le garde-fou, c'est la loi Sapin 2. Je ne pense pas qu'ils appliqueront la loi Sapin 2 parce que ce serait un très mauvais signal qu'on enverrait. Néanmoins, c'est un bon garde-fou. Mais quand même, il faut avoir à l'esprit que les fonds euros souffrent aujourd'hui. Les obligations en portefeuille dans les fonds euros, c'est des durations générales de 6 ans et demi, 7 ans. Donc la collecte qu'ils font aujourd'hui ou les achats de nouvelles obligations suite à l'arrivée à échéance des anciennes obligations, elle se fait petit à petit. Et donc il va falloir, comme je suis d'accord avec vous, pas mal d'années pour aller rechercher du rendement. Aujourd'hui, le fonds euro, il fait du 2%. Je vous dis que n'importe quel dépôt à terme, il fait un peu plus de 3,5. Donc ça, c'est un concurrent important pour le fonds euro. Là où je vous rejoins, c'est qu'il a un gros avantage, le fonds euro, c'est le mark-to-market. Ce qui veut dire que vous pouvez sortir à n'importe quel moment, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc votre plus-value, elle est garantie. Même si elle est minime, elle est garantie. Donc ça, c'est sa vraie force au fonds euro. Donc dire que le fonds euro va disparaître, j'y crois pas. Par contre, je pense que c'est plus l'investissement des 50 dernières années où on mettait tout dessus. Aujourd'hui, ça va devenir une part minime des investissements et on va aller chercher de la performance ailleurs. Toujours papy-mamie qui veulent prendre aucun risque, qui vont aller sur le fonds euro, mais l'investisseur qui est prêt à comprendre les marchés, à savoir que dans la durée, on gagne beaucoup plus sur une action, si on est prêt à investir dans la durée, bien évidemment. Je vous rejoins, quand c'est pour acheter un bien immobilier, c'est pour faire un aller-retour, le fonds euro restera un bel outil. Et je pense que ça deviendra une part minime des allocations à l'avenir. Allez, on va passer à Adrien. Oui, merci Bernard. Non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, hein. Donc oui, effectivement, le fonds euro, c'est une solution qui apporte sérénité, qui peut apparaître pertinente pour garder son capital et avoir un portage adéquat. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, le premier ennemi, hein, du fonds en euros, c'est les fameux certificats de dépôt, qu'on appelle maintenant titres de créance négociables, qui apportent voilà, sur des échéances à 6 mois, un an, voilà, du 3,5%. C'est du pur monétaire. Donc, ça va forcément être le premier ennemi du fonds en euros. Enfin, vous avez les fonds obligataires. Bon, les fonds obligataires, forcément, on augmente en risque, hein, par rapport à un fonds en euros. Donc, il y a une volatilité qui est accrue. Néanmoins, vous avez tellement de variétés différentes de fonds obligataires et de stratégies différentes que tout va dépendre de ce que vous souhaitez en faire. Effectivement, si vous voulez garder votre capital pour acheter un appartement, c'est plus pertinent d'avoir un fonds en euros. Par contre, si votre objectif, c'est de faire de la performance et de viser un peu plus long, et ben, ça va plutôt être un fonds obligataire, notamment un fonds absolute return, mais on en reviendra, on en reparlera plus tard. Alors, David, une fois que vous avez entendu un petit peu toutes ces remarques. Écoutez, moi je note en synthèse, hein, que bon, c'est un support qui va survivre, mais qui n'aura plus du tout la même place dans le patrimoine des épargnants qu'il a eu à un moment donné. Voilà, donc et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne jurait que par cela, mais effectivement, vous l'avez très bien expliqué, Bernard, avec cette inertie de taux d'intérêt d'obligations à 7, 8, 9% dans un contexte où les taux d'intérêt baissaient fortement. Bon, cet environnement-là, c'est pas du tout gagné de le retrouver un jour, puisque là, on voit bien que même en période de forte inflation et de remontée des taux d'intérêt, les taux longs, finalement, on n'est pas en train de voir les taux longs repartir à 7, 8, 9% comme on l'a eu à une époque. Là, on est à peine arrivé autour de 4-5% et tout de suite, on commence à parler de récession, etc., ce qui va donc recréer une rebaisse de ces taux. Voilà. En revanche, c'est vrai que je crois que ce qui est intéressant, c'est que voilà, culturellement, je pense que les épargnants ont appris ces derniers temps et grâce aux conseils qui leur a été prodigués, qu'effectivement, c'est plus la panacée et qu'il est finalement assez facile d'obtenir de bonnes performances ailleurs, même si le support va garder son utilité. Alors, moi, j'ai quand même une remarque là-dessus. Bon, les compagnies d'assurance, c'est des gens
qui réfléchissent, c'est des gens qui ont des compétences, qui ont du savoir, qui ont du savoir-faire, qui ont du passé derrière eux. Euh, un peu comme un serpent de mer, on a toujours parlé d'un nouveau fonds euro, de renouveler le fonds euro, de l'adapter, de le moderniser. Donc, il y a eu des tentatives avec des fonds euros à terme où le client acceptait de perdre un petit peu et acceptait d'être bloqué sur 5, 10, 15, 20 ans. Ça n'avait pas très, très bien marché, mais ça peut changer avec le PER, le PER, le plan d'épargne retraite, qui lui marche très bien. Hein. Ça marche très, très bien. Et on est revenu aux assurances des années 80 et 90 où ça téléphone à tout va et ça fait souscrire les gens. J'ai eu récemment une discussion avec le groupe Premium, qui est l'ancien groupe Arkea Boulogne, qui téléphonait à toute la France pour vendre de l'assurance vie mixte ou des termes fixes ou des choses comme ça. Donc maintenant, c'est plus du tout ça, c'est beaucoup plus, on va dire, dans les clous. Et il me dit que c'est 4000 PER par mois qui sont souscrits par des équipes au téléphone. Donc voilà. Et là, on peut imaginer des supports calés sur le fonds euro ou avec de fonds euros. Donc, est-ce que, d'abord, on ne l'a pas enterré, donc personne ne l'a enterré, mais on sent qu'il va être un petit peu fragilisé. Donc, mais un peu fragilisé, de mon point de vue, ça veut juste dire que les compagnies d'assurance s'inquiètent un peu si l'argent sort trop vite. C'est-à-dire que, encore une fois, si l'argent sort doucement et que ça ne crée pas de rupture chez elles et qu'elles n'ont pas à vendre dans la panique, ça les gênera pas. Donc, juste pour conclure cette émission, j'ai juste vous poser la question, est-ce qu'on va avoir une forme plutôt léthargique du fonds euro ou est-ce que ça va plutôt motiver les compagnies d'assurance à créer des nouveaux fonds qui pourraient ressembler au fonds euro? Parce que là, on va demander à Maël, mais en vérité, dans la compagnie d'assurance, ce qui la gêne vraiment avec le fonds euro, c'est l'argent qu'elle doit mettre en contrepartie en fonds propres pour pouvoir écrire noir sur blanc qu'elle garantit. Mais s'il n'y a pas cette contrepartie de fonds propres, l'assureur, il s'en fiche un petit peu. Il amène un fonds et puis il prend sa marge, il prend sa commission et le fonds, il trouve son public. Allez-y, Maël, on va vous écouter là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Il y a quelques années, on avait fait l'expérience de l'euro-croissance. Ça n'a pas forcément bien fonctionné. Donc, ces fonds-là, où on les bloque pendant une certaine période et vous touchez, comme une sorte de bonus à échéance, vous touchez la rentabilité d'un coup. Moi, je ne suis pas persuadé que ça soit le modèle de demain. Parce que si vous voulez faire ça, aujourd'hui, ce qui fonctionne mieux, c'est le private equity. Les clients, ils préfèrent aller sur du private equity où les échéances et les taux de rendement plutôt sont bien plus élevés. Le PER, c'est un très bon exemple hein, pour reprendre ce que vous disiez. Sauf que le PER, les clients, ils font pas forcément du fonds euro à l'intérieur. Hein. Ils vont justement, c'est un horizon d'investissement très long. Et on sait toujours que quand on investit dans la durée sur un très long terme avec une échéance très longue, il vaut mieux aller sur les marchés actions ou éventuellement des marchés des produits mixtes. Mais le fonds euro, c'est pas forcément la cible. Donc, je pense que là, ils ont souffert beaucoup, les assureurs, avec beaucoup de sorties de fonds euros rapides. Mais je vous rejoins assez en disant que si ça se fait progressivement et si demain on réoriente l'épargne gentiment vers des unités de compte, ils ne seront pas forcément contre parce que c'est nettement moins consommateur en fonds propres et donc ils seront plus à l'aise, les assureurs. Ce qui les embête aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'une obligation, ils l'achètent aujourd'hui sur une duration de 6 ans et demi, 7 ans. Et donc les obligations à zéro qu'ils ont achetées récemment, pendant la période où ça rapportait rien, eh ben, ils ne peuvent pas les vendre tout de suite, ils sont obligés de les garder encore quelques années. Donc ils n'ont pas forcément le cash nécessaire aujourd'hui pour investir. Donc, si ça se fait dans la durée, ça se passera bien. Si ça se fait violemment, on a un risque de loi sapin 2. Allez, on va passer la parole à Adrien Lalanne. On vous laisse conclure sur ce sujet et ensuite vous démarrez tranquillement sur la présentation de Lazare Frères et de votre fonds. Alors, Adrien, il faut déverrouiller le Oui, micro. oui. Oui, pardon. Oui, donc juste pour terminer sur les fonds euros, effectivement, on a cette latence avec des papiers en portefeuille qui rapportent pas grand-chose. Et en fait, en face de ça aussi, il y a d'autres supports qui sont créés, qui peuvent être créés plus rapidement et apporter ce fameux rendement loqué que veulent les investisseurs. Vous allez avoir notamment l'avènement des fonds à maturité.
Donc, vu que le portage est plus important, et ben, vous pouvez lancer des fonds à échéance 5 ans, par exemple, hein, c'est la norme, pour faire ce qu'on appelle du buy and hold, donc c'est-à-dire j'achète et je garde les obligations au sein du portefeuille. Vous pouvez avoir des rendements assez intéressants, hein. Aujourd'hui, par exemple, chez Lazare Frères Gestion, on a lancé un fonds à maturité 5 ans en fin d'année dernière, essentiellement sur les émetteurs de haute qualité. Voilà, avec un rendement aux alentours de 4,50 aujourd'hui. Donc voilà, donc bien sûr, il faut ajouter le cut de l'assurance vie dessus, mais ça reste un produit qui peut faire concurrence au fonds euro. Vous avez aussi les produits structurés, hein, qui peuvent revenir en masse, hein, puisque vous avez cette fameuse SOULT qui permet d'investir sur d'autres produits, hein, et de créer le produit structuré que l'on souhaite, qui est plus conséquente étant donné que les taux sont plus élevés. Voilà pour ce qui était des fonds en euros. Je voulais juste faire en préambule, terminer un peu ce que disait David sur le point marché. C'est vrai que nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un marché en dents de scie, hein, depuis le début de l'année, et que là, sur les dernières semaines, on a un marché qui est très résilient, avec des taux qui poursuivent leur hausse des deux côtés de l'Atlantique. On a eu des banquiers centraux, hein, toujours favorables à un maintien en 2023 des politiques monétaires restrictives. Voilà, donc on a un marché qui ne s'affole pas du tout. Et sur le crédit, donc c'est-à-dire sur le marché du crédit, on avait les marges de crédit qui se resserraient, notamment sur le crédit financier, sur les émetteurs de haute qualité, et de manière encore plus marquée sur les émetteurs à haut rendement. En fin de semaine dernière, on a eu les premiers résultats de Q1 des grandes banques américaines, hein, qui ont surpris positivement. Donc on avait JP Morgan, hein, qui a relevé ses prévisions. On a eu Citigroup également, qui a présenté des résultats solides. Donc voilà, on a des fondamentaux qui restent en outre solides. Sur les corporates, c'est la même histoire. On a des premiers résultats qui sont dans l'ensemble rassurants. Et donc, on a les secteurs cycliques, hein, comme le tourisme, l'aérien ou l'auto, qui surperforment, enfin, qui sont bien orientés sur les derniers jours, hein, sur la dernière semaine. Voilà. Donc, juste pour présenter rapidement Lazare Frères Gestion, hein, on est une société de gestion d'actifs qui est basée à Paris, qui appartient au groupe Lazare. On a 6 bureaux à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Bruxelles et au Luxembourg. On a 206 collaborateurs et on gère 36 milliards d'actifs sous gestion. Donc, grosso modo, c'est 36 milliards. On a 22 sur la gestion institutionnelle et les distributeurs, et puis 14 milliards environ sur la gestion privée. On a investi sur quasiment voilà, sur quasiment toutes les classes d'actifs, hein, que ce soit sur la gestion action, la gestion taux, la gestion diversifiée, et puis la gestion convertible également. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un portefeuille qui s'appelle Lazare Credit Opportunities, qui est un peu le navire amiral de la gestion taux crédit, hein, au sein de Lazare Frères Gestion. C'est un fonds qui est flexible, non contraint et global. Donc voilà, il est investi sur des emprunts émis par des États, des banques, des entreprises. On peut investir à hauteur de 100% sur de la dette à haut rendement, sur de la dette de haute qualité, ou encore sur de la dette d'État. Donc vraiment une flexibilité sur l'univers d'investissement. Il peut aussi être, alors en fait, il se doit d'être couvert à hauteur de 90% en euros, donc ça veut dire qu'il y a une petite marge de manœuvre de 10% sur les devises, mais nous n'en avons pas une expertise accrue, hein, sur les devises, donc c'est pour ça que ce n'est pas le cœur de la gestion. Le cœur de la gestion, c'est cette approche non contrainte, à la fois taux et crédit. En fait, si vous voulez, dans un portefeuille obligataire, vous avez deux principaux contributeurs à la performance. Vous avez ce fameux effet taux, hein, qui est relatif notamment à l'univers taux, aux décisions des banques centrales, etc. Et donc à cette tension ou détente sur les taux d'intérêt. Et donc cette sensibilité à cet effet taux, elle va être gérée par un paramètre qu'on appelle la duration taux. Et donc cette duration taux dans ce portefeuille, elle a un large spectre, puisqu'elle est comprise entre -5 et +10. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que
aujourd'hui, quand vous investissez dans une obligation, vous avez une duration positive. Forcément, vous êtes sensible aux taux. Quand les taux se tendent, eh ben, vous avez le prix de votre obligation qui baisse. Néanmoins, vous pouvez vous couvrir, vous pouvez baisser cette duration en utilisant notamment des produits dérivés. Les plus connus, ce sont les futurs, par exemple. Vous pouvez vous couvrir en vendant du 2 ans, du 5 ans ou du 10 ans d'obligations étatiques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et donc réduire votre duration, la neutraliser, la ramener à zéro, voire même la mettre en sensibilité négative. Et donc, à ce moment-là, eh ben, vous pouvez générer une performance positive dans un univers où les taux se tendent et montent, comme ça a été le cas l'an passé notamment. Ça, c'est le premier contributeur à la performance, donc le taux. Le deuxième contributeur à la performance, c'est naturellement le crédit, donc, qui est le surplus que payent les entreprises pour se refinancer. Donc, tout va dépendre du type d'entreprise, du type de papier qu'elle émet, bien sûr, c'est variable. Néanmoins, il y a des possibilités de se couvrir face à ça en achetant ce qu'on appelle une sorte d'assurance. Donc, la plus connue d'entre elles, c'est le Credit Default Swap, qui est en fait une sorte de prime que l'on paye, de coupons que l'on paye, et qui va nous rémunérer si l'émetteur en face se dégrade ou fait défaut. Et donc, il y a des indices de crédit default swap qui permet d'avoir une approche un peu plus systémique. Et donc ça, on peut les intégrer à notre gestion pour réduire notre sensibilité au crédit, à cette variation des marges de crédit. Donc voilà, donc on peut utiliser ces... Je vous interromps, Adrien. Ça veut dire que, par hypothèse, on peut avoir un fonds obligataire, enfin votre fonds, on va parler de votre fonds, donc un fonds d'obligation et de crédit, où si les taux montent ou si les taux baissent, ça ne va pas influencer sur la valeur du fonds. C'est-à-dire qu'on peut neutraliser la sensibilité. Absolument. Sur la partie taux du fonds, on peut le neutraliser. Donc, par exemple, l'an passé, je vais y revenir parce que je vais faire un rapide briefing de ce qui a pu se passer ces dernières années, la gestion qui a été mise en place. Mais l'an passé, on a généré une performance positive. Cette performance positive a pu être faite grâce notamment à notre positionnement en duration négative. Les taux ont fortement monté l'an passé, comme vous le savez. Et donc, comme on avait une sensibilité négative en taux d'intérêt, on a généré une performance positive. Voilà. Mais le deuxième facteur. Rappelez-nous la performance de l'année dernière. Comment? Rappelez-nous la performance. Alors, c'est plus 5,4% l'an passé. D'accord. Voilà. Et dans le même temps, la majeure partie des fonds obligataires qui, eux, n'avaient pas de performance négative, perdaient entre 8 et 12%, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est vraiment la première marge de manœuvre intéressante, puisque quand vous avez un fonds obligataire dit long only, vous êtes contraint et vous ne pouvez pas aller en duration négative, généralement. Là, le fonds peut se le permettre, et donc l'an passé, en utilisant cette sensibilité négative, a pu générer une performance positive. Donc ça, c'est l'aspect sur l'effet taux. Mais en plus de ça, comme vous êtes exposé sur de la dette d'entreprise, eh ben, vous avez un surplus de primes que payent ces entreprises. Donc généralement, par exemple, une entreprise qui va avoir une marge de crédit de 1%, ça veut dire qu'en plus du taux qu'elle paye, elle va payer 1% en plus pour se refinancer. Et donc si cette marge augmente, cette marge de crédit augmente, et ben votre papier également va souffrir, va se déprécier. Et donc, il va falloir se couvrir aussi sur cet effet crédit. Et donc, cet effet crédit, on se couvre, comme je disais, avec le Credit Default Swap, en achetant une protection sur l'indice iTraxx. Donc, il y en a plusieurs, hein, des iTraxx. On peut se couvrir sur des émetteurs de haute qualité comme à haut rendement. Et donc, on peut utiliser non seulement ce type d'indice pour se couvrir, mais on peut utiliser ce type d'indice pour s'exposer. C'est-à-dire que quand le marché est, par exemple, on l'a vu l'an passé, en fin d'année dernière, quand il y avait eu le rallye, eh ben, il y avait notamment le crédit investment grade qui était très cher. Et sur le marché secondaire, c'était très difficile d'en acheter. Néanmoins, on pouvait vendre de la protection sur l'indice à haut rendement pour pouvoir avoir de manière synthétique la performance de la classe d'actifs investment grade. Donc cette marge de manœuvre où on peut à la fois se hedger et s'exposer, elle est très importante parce qu'elle permet au fond de ne pas souffrir de certains coûts de frottement que vont avoir d'autres fonds obligataires quand ils vont devoir vendre ou acheter du papier. On peut le faire via les produits dérivés. Ça, c'est vraiment l'approche dite très flexible et non contrainte du portefeuille.
Donc voilà, donc ça, c'est les principes de ce portefeuille, avoir une allocation dynamique, avoir une allocation euh, qui peut agir sur l'intégralité de la courbe de crédit. On a cet avantage de liquidité, où on n'est pas obligé de vendre ou d'acheter du papier à tout moment. Et en fait, l'objectif numéro un du portefeuille, le vrai objectif de ce portefeuille, c'est de générer une performance absolue dans toutes les circonstances de marché. Voilà, donc pour illustrer un peu ce que peut offrir ce portefeuille. La Regarde, gestion. déjà, il existe depuis combien de temps votre fonds? Alors voilà, le fonds existe depuis une vingtaine d'années, mais en fait, cette nouvelle stratégie a été mise en place avec l'arrivée de Eleonore Bunel, qui est la managing director de l'équipe, qui a pris la gestion du fonds à partir de fin 2018. Donc Alors, fin 2018. Donc, est-ce que depuis 2019, donc 2019, 2020, 2021, 2022, est-ce qu'il y a déjà eu une année avec une performance négative? Non, en 2019, vous aviez une année qui était plutôt offensive sur le crédit. Donc, dans cet environnement-là, le fonds va offrir une performance qui est relativement proche de celle d'un fonds dit à haut rendement, donc high yield. En 2019, il a fait plus 8,8%. Là, c'est En parce qu'il 2020, avait les taux qui baissaient, donc vous avez récupéré le profil lié à la baisse des taux, c'est ça? alors non, en 2019, on avait un positionnement offensif sur le crédit. Il y avait D'accord. uniquement un crédit offensif où on a pu générer de la performance. En 2020, il y a eu la crise Covid. Donc pendant la crise Covid, là, il a fallu réagir très rapidement. Donc on a pu, grâce aux marges de manœuvre autorisées dans le portefeuille, se couvrir à hauteur de 70% avec du CDS. On a pu augmenter la poche de cash à hauteur de 20%, plus investir sur de la dette d'État, donc moins sensible au crédit. Et puis, sur la deuxième partie de l'année, on a pu très rapidement se retourner et quand il y a eu le rallye, se repositionner. On a fait une performance assez satisfaisante puisqu'on a fait plus 13,2% en 2020. En 2021, c'était un environnement assez mitigé. On a eu voilà, des bonnes nouvelles sur les vaccins. On a eu Omicron qui est revenu en seconde partie d'année. Néanmoins, on avait déjà décidé de se mettre très négatif en duration parce qu'on pensait que l'avenir, c'était la hausse des taux. Et donc en 2021, ça n'a pas forcément payé. On a terminé l'année à plus 2,8% avec un positionnement plutôt offensif sur le crédit. Mais par contre, là où ça a payé, c'est en 2022, donc l'an passé, où on a gardé toute cette année, toute l'année quasiment moins 4 de duration taux. Et donc, ça a permis de générer une performance de plus 5,4%, tout en gérant de manière assez intelligente les événements marquants de l'année, que ce soit le déclenchement de la guerre en Ukraine ou bien la crise sur le gaz en fin juin, début juillet en 2022. Et puis, on a pu se remettre progressivement. La seule chose qu'on a pu rater éventuellement l'an passé, ça a été le rallye qui a commencé à se faire dès novembre parce qu'on était toujours assez protecteur, hein, assez défensif sur le portefeuille. Voilà. Et puis, on peut jouer d'autres thématiques hein, dans ce portefeuille. C'est pour ça, il est très, très global. On a joué également, durant ces années, la thématique inflation hein, qui a commencé à se mettre en place en 2021. On s'est exposé sur des obligations dites indexées à l'inflation, hein, donc notamment aux États-Unis. On a commencé par les États-Unis, puis on l'a fait en Europe quand le mouvement s'est progressivement fait en Europe. Donc voilà Aujourd'hui, les. depuis le début de l'année, vous êtes à combien? Alors, depuis le début de l'année, sur 2023, c'est un début d'année qui est assez compliqué hein, parce qu'il est très entré en dents de scie. Alors là, je peux vous donner la performance à fin mars. On a plus 0,5%. Voilà, alors l'idée, Donc là, c'est c'est plutôt un qu'aujourd'hui, peu décevant, non, par rapport à vos résultats passés? oui, alors c'est vrai que c'est décevant. On s'est fait assez pénaliser parce on a dans un premier temps cette année gardé un positionnement négatif en duration. Et c'est vrai qu'il y a eu des mouvements en dents de scie, hein, comme en parlait David Calfon dans le point marché tout à l'heure. Donc le portefeuille a un peu souffert. Néanmoins, on n'est pas, voilà, on n'a pas été très très durement impacté non plus. Par contre, la politique aujourd'hui, c'est de progressivement se positionner vers un cœur de portefeuille un peu plus défensif. Donc là, si je vous donne le positionnement aujourd'hui du portefeuille, on a un portefeuille qui va avoir une protection en son sein crossover de environ 35%. On va être positif en duration, aux alentours de 2, 3.
Là, actuellement, on est à 3 de duration. Et puis, on va avoir une poche cash et de quasi-liquidité, donc par exemple des bons du Trésor français, qui va être en augmentation. Aujourd'hui, on a 24% de cash ou équivalent. D'accord. Et alors, ça, je suppose que c'est une gestion d'équipe, donc il y a toute une équipe avec chacun un peu sa spécialité, le taux, le crédit, de chacun qui réfléchit un petit peu. Déjà, dans le fond, c'est que 100% sur cette thématique taux crédit. Vous n'avez pas le droit à un petit peu d'action, un petit peu Non? Zéro. Zéro. Taux crédit. Taux, Voilà, taux crédit et vous avez l'effet devise, mais que vous n'utilisez même pas, c'est ça? qu'on utilise de temps à autre, mais c'est vraiment un très, très, très petit contributeur à la performance eu égard à toutes les autres marges de manœuvre qu'on a à côté. D'accord. Voilà. Donc là, aujourd'hui, si on essaie de faire un peu de prospective, euh, sur le crédit, comme vous avez un scénario un peu récessif, vous devez vous méfier du crédit et vous devez être plutôt couvert sur le crédit ou faire attention à ça. Absolument, c'est ça. C'est pour ça qu'on a augmenté progressivement notre poche cash ou cash équivalent à un quart du portefeuille et qu'on a en face de ça une protection crossover qui est en place, qui a été implémentée à hauteur de 35%. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est pour la partie crédit. Et sur la partie taux, vous avez Et quoi sur la, comme pensée alors, des 3 mois à venir? sur la partie taux, on pense qu'on avait une position négative en duration, comme je disais, parce qu'on s'attendait à cette hausse de taux qui s'est faite notamment l'an passé. Néanmoins, aujourd'hui, on pense que voilà, il y a peut-être encore un peu de place pour de la hausse. Par exemple, les forwards anticipent 75 BP de hausse d'ici septembre en zone euro. Néanmoins, voilà, par rapport à tout le chemin qui a été parcouru, c'est assez faible, hein, c'est un petit coussin qui reste. Et donc, on pense que c'est trop risqué de rester en sensibilité négative, parce que si demain, récession il y a, eh ben, on va avoir des banques centrales qui peuvent agir vraiment différemment. Voilà, et puis remettre à mal toute cette hausse de taux, et puis forcément, on aura probablement une détente C'est-à-dire sur les... pour un petit peu expliquer aux auditeurs. C'est-à-dire que vous pensez qu'on va avoir un scénario récessif. Si, Mm. si ça se réalise et qu'on commence à avoir des difficultés dans les entreprises, les banques centrales vont de toute façon arrêter les hausses de taux, ça c'est une Oui, certitude. Prendre le temps de regarder ce qui se passe et éventuellement, si elles ont une crainte sur la récession, même commencer une politique de baisse de taux, c'est ça? absolument, Et donc, vous absolument. pensez que déjà cette année, déjà en 2023, on pourrait avoir une première baisse des taux? C'est quelque chose que vous évoquez régulièrement? C'est quelque chose sur lequel vous ne vous prononcez pas encore, mais vous êtes. Alors, Comment vous voyez on ça? ne se prononce pas encore là-dessus, mais c'est vrai qu'on a révisé plusieurs fois notre scénario. Et à chaque fois qu'on a révisé notre scénario, ça allait dans un sens où la récession arrivait finalement euh, plus vite que prévu. Au début, on était voilà, Q1 2024. Après, on était plutôt Q4 2023. Maintenant, on est plutôt Q3 2023. Donc, oui, euh, ce scénario central que j'expliquais tout à l'heure, eh ben, on l'intègre dans notre gestion. Et il est trop risqué pour nous d'avoir une sensibilité taux négative, parce que si demain notre scénario se réalise, ce sera contre-productif d'avoir une sensibilité taux négative dans un environnement où les taux stagnent, voire se détendent. D'accord. Et ben, écoutez, je pense qu'on peut maintenant conclure sur ce sujet. Donc, on est euh, sur un produit obligataire et de crédit, donc de taux et de crédit, donc du vrai obligataire, avec pas de possibilité d'aller chercher un peu à droite ou un peu à gauche, donc pas de surprise pour le client. On est sur un produit pur. La spécificité, c'est que vous allez gérer la situation, qu'on soit en période de hausse ou en période de baisse de taux, et vous savez, en tout cas, vous avez les outils pour ne pas être impacté si vous prenez les bonnes décisions. Et avec le crédit, c'est la même chose. Donc là aussi, les outils existent avec des CDS, avec des couvertures, des assurances, pour ne pas impacter si on prend les bonnes décisions. Je vous ai bien résumé? C'est ça, c'est Voilà. ça. Merci. Et alors, une dernière question. Bon, je vais vous la poser, c'est peut-être pas à vous que je devrais la poser, mais ce fait d'être un peu en retard par rapport à vos performances passées cette année, c'est ce qu'on peut appeler un point d'entrée ou non? C'est tout simplement parce qu'il y a un sujet où vous avez été un peu éloigné de la réalité et donc bah, vous le payez parce que
Quand on se trompe, on paye toujours un petit peu, mais ça ne déclenche pas un point d'entrée. Ou alors, est-ce que ça déclenche un point d'entrée? Alors, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que, effectivement, je pense qu'on aurait pu être plus habile hein, sur le début d'année. Maintenant, sur cette stratégie-là, le point d'entrée, c'est clair que si on veut investir dans l'univers obligataire, il fait sens. Parce que demain, si vous avez une récession, qui est probablement le scénario, voilà, notre scénario central, hein, et ben, sur quasi l'intégralité des classes obligataires, vous allez vraiment pâtir de cette récession. Vous allez avoir des marges de crédit qui vont fortement exploser, et donc les fonds high yield vont contre-performer, les dettes financières, notamment les dettes financières les plus fragiles, ben, vont s'écarter davantage. Et par contre, vous pouvez avoir une sorte de résilience sur les émetteurs de haute qualité. Mais voilà, vous allez pas être serein. Si vous voulez, l'avantage de ce portefeuille, Lazard Credit Opportunities, c'est vous rentrez et vous laissez le bateau naviguer. Vous n'avez pas vraiment vous avez pas vraiment de réallocation à faire. Il faut que vous, voilà, on prend en charge. Si jamais il y a une récession, on saura, on a les outils pour agir et pour contrer les effets négatifs, que ce soit taux ou crédit. Là où si vous êtes sur un portefeuille dit de haut rendement, hein, donc le crédit high yield, bah, si vous prenez une récession en pleine face, le gérant a beau être le meilleur gérant du monde, bah, il a un benchmark en face, il a un indice en face, et donc lui, sa performance, elle sera face à cet indice. Mais si l'indice fait moins 10 et que le gérant fait moins 8, bah, ce sera bien pour lui. Mais vous, en absolu, vous aurez fait moins 8. Or, nous, Eh on va ben, pouvoir c'est sur ces bons mots qu'on va mettre fin. C'est passionnant, c'est très intéressant. On vous demandera de venir pour vraiment expliquer parce que le sujet que vous mettez en avant, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler très longuement. Il y a des fonds qui sont faits pour rester et il y a des fonds qui sont faits pour arbitrer et donc jouer de la stratégie. Donc, suivant ce que le client, son conseiller veut faire, c'est vraiment ça. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet pour un autre jour. Merci beaucoup, Adrien. Sentez-vous à l'aise de revenir s'il y a des changements sur le fond, des changements de politique ou d'autres choses et venez nous en tenir informés. Merci pour votre participation. À très vite. Au revoir. Et c'est Merci. maintenant au tour de Vincent de Meyer, Eugène. Alors, Eugène sans E. Eugène, c'est pas son prénom, c'est le nom de sa société, c'est le nom de son produit. Et dans un produit qui nous touche vraiment à cœur pour les expatriés. Et lui, il a réussi à faire un produit un produit sur la santé qui va vous garder un pied en France et vous mettre un pied dans votre pays. Alors, je vais vous laisser vous présenter, Vincent. Je vais vous laisser parler un petit peu de votre métier et de nous dire un peu la base de ce que vous faites, comment vous le faites. Et après, on rentrera un petit peu plus dans les détails et on verra quelles sont vos spécificités. Entendu. Bonjour en tout cas, bonjour à tous. Merci, merci beaucoup Bernard pour cette invitation dans votre émission. À titre personnel, je me présente hyper rapidement. J'ai 53 ans, j'ai un passé d'assureur de un peu plus de 20 années passé dans le groupe April et j'ai consacré les 10 dernières années à diriger les activités qu'on appelle de santé internationale, c'est-à-dire tout ce qui touche aux expatriés dans le monde, tout ce qui permet d'offrir à ces gens-là soit des couvertures de santé, soit des couvertures de prévoyance, alors qu'ils sont partis dans un pays qui n'est pas le leur à l'origine. Et j'ai créé cette société Eugène avec quelques partenaires il y a maintenant 2 ans, avec l'ambition de faire quelque chose qui allait vraiment changer l'expérience client pour les expatriés, parce que 80% des réclamations portent toujours sur les mêmes sujets, qui sont, une fois que le client bien sûr a choisi sa solution, qui sont autour de c'est long pour se faire rembourser, c'est compliqué d'envoyer des factures, il faut vérifier que le montant que je m'attendais à être remboursé est le bon. Et autour de tout ça, grâce à une innovation technologique, on a lancé notre entreprise avec l'ambition du coup de vraiment résoudre tous ces aspects-là. Et c'est ce qu'on a fait en commençant avec le Portugal et l'Espagne. Alors, le Portugal, c'est votre premier pays ou vous avez ouvert le Portugal et l'Espagne en même temps? On a démarré sur le Portugal, à la fois parce qu'on voyait bien que c'est un marché dans lequel il y a eu une manne de Français qui sont allés s'expatrier. Et ensuite parce que dans nos études de marché, on constatait que l'offre sur place était quand même pas totalement adaptée aux besoins, notamment des jeunes retraités français qui partaient vivre là-bas.
Donc, on a démarré sur cette petite niche. Et puis, en fait, assez vite, on s'est développé sur d'autres segments clients au Portugal. On faire simple, des plus jeunes aux plus âgés. Et puis, sur l'Espagne, parce que finalement, on connaissait aussi très bien l'Espagne. Moi, j'avais dirigé des activités là-bas pendant 3 ans. J'avais été moi-même expatrié. Donc, je connaissais aussi très, très bien le marché espagnol. Et pour extrapoler sur la suite, on va maintenant développer ça sur toute l'Europe. Alors, votre produit, c'est une assurance santé privée. Exactement. Voilà. Au Donc, premier euro. au premier euro. Donc, je suis français d'ailleurs. Enfin, je pense que je peux être ce que je veux. Elle n'est pas réservée aux Français. Elle est réservée. Alors, c'est une bonne question. Elle n'est pas réservée exclusivement aux Français, mais elle est prévue pour les Français. Donc, par dérogation, on assure d'autres nationalités. Nous avons dans le portefeuille d'assurance aujourd'hui des Québécois, des Belges, des Suisses, donc des francophones. Non pas qu'on ne veuille pas d'anglophones, mais tous nos outils ne sont pas encore 100% en anglais dans le parcours de souscription. Alors, Et c'est je vais revenir. Donc, j'ai mon produit chez vous, donc j'ai mon assurance privée chez vous, et je vais voir un médecin parce que j'ai besoin de voir un médecin. Et à partir de ce moment-là, le médecin il va me dire, monsieur, c'est 50 euros. Donc, vous avez, je pense, des médecins référencés où là, je lui sors ma petite carte gène et il me dit, bah, c'est plus 50 euros. Il me dit, c'est zéro. Ou alors il me dit, il vous reste quand même à payer 5 euros. Donc ça, c'est ma première question. N'y répondez pas tout de suite. Et ma deuxième question, malheureusement, ce médecin n'a pas signé d'accord avec vous, soit parce que vous lui avez jamais proposé, soit parce que vous ne le souhaitez pas, soit parce que lui ne le souhaitait pas. Et dans ce cas-là, il va me dire, bah, Eugène, je les aime beaucoup, mais il va falloir me payer quand même. Donc, je le paye 50 euros. Et là, comment ça comment va ça marche? se passer? Ok, ça marche. Alors, de façon très pratique, quand vous êtes chez un médecin qui est référencé chez Eugène, il faudra que je précise un peu derrière que veut dire référencé, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a plein de confusion autour de ce thème-là. Mais quand il est référencé par Eugène, c'est-à-dire simplement quand il a accepté de renseigner ses données dans une application qu'on lui a demandé de télécharger préalablement, vous allez à la fin de la consultation lui dire bah, je suis assuré Eugène. Il dit bah, ça tombe bien, j'ai l'appli. Lui, il génère un QR code unique qui correspond à la consultation qu'il vient de vous faire. Vous ouvrez votre application Eugène, vous flashez ce QR code et on va faire tous les contrôles en allez, 1 à 2 secondes selon le niveau de réseau. Donc, premier cas de figure, vous êtes dans l'option que vous avez choisie chez nous, vous êtes couvert jusqu'à, admettons, 70 euros pour une consultation de généraliste et ce médecin vous en demande 60. Donc, ça va tourner pendant 2 secondes, puis paf, vous dire c'est bon, merci beaucoup, vous venez de régler la consultation, vous pouvez partir comme ça, c'est fini. Deuxième cas de figure, ce médecin généraliste fait des tarifs assez élevés, par exemple, il demande 100 euros à sa patientèle pour chaque consultation. Au moment de prendre le QR code, votre application va vous dire vous êtes sur le point de payer 100 euros pour une consultation de généraliste. Nous prenons en charge 70 euros. Vous avez un reste à charge de 30 euros et nous le prenons sur votre carte bancaire avec votre accord. Et donc, si le client dit, alors bien entendu, préalablement, le client a renseigné sa carte bancaire dans notre application. Si le client dit OK, nous prenons les 30 euros sur la carte bancaire, les 70 euros à l'assureur et on ne fait qu'un seul paiement au prestataire de soins. Donc, à nouveau, rien à faire, pas de suite administrative à gérer. Et puis, le deuxième cas de figure que vous évoquiez, qu'on pourrait rajouter sur je suis dans un endroit où il n'y a plus de réseau, il ne se passe plus rien, je ne peux pas utiliser mon appli, c'est-à-dire même si le médecin était référencé, on pourrait imaginer où mon téléphone est en panne de batterie, bref, tout ce qui peut arriver. Mais dans ce cas-là, on fait grosso modo ce que font tous les autres, c'est-à-dire vous payez avec votre moyen de paiement préféré, vous prenez une facture, excusez-moi, vous prenez une facture, vous la prenez en photo, vous nous l'envoyez et on vous rembourse dans les 48 heures. Très bien. Sur cette carte de crédit qu'on a. Non, sur le RIB que vous nous avez fourni au début dans dans votre processus de souscription. D'accord. Et alors, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on a vu, vous avez une spécificité, c'est que si je vais en France pour un court séjour et que je vais voir un médecin, ça va fonctionner aussi. Exactement. En fait, je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais notre métier de base, alors le terme peut paraître un peu prétentieux, mais c'est la réalité, c'est que nous sommes un architecte de solutions en assurance. C'est-à-dire qu'on a 3 missions. On fait des études de marché pour comprendre quel est l'état d'un marché donné. Donc au Portugal, il y a 2 ans, on a étudié, on a regardé les assureurs, la population, ce qui plaisait aux gens, ce qui ne plaisait pas aux gens.
Et à partir de ça, on a fait un cahier des charges en disant, OK, il nous faut un produit qui fasse tout ça, donc des services, des garanties, une tarification, et on négocie ça avec des assureurs, et on monte une association, parce que le contrat est sous format associatif, pour obtenir un tarif de groupe, et donc obtenir les meilleures solutions pour nos clients. Donc, maintenant que j'ai dit ça, dans les choses qui semblaient très importantes pour une grande partie de la clientèle, il y avait le côté, bah oui, mais moi, vous savez, j'ai beau être français vivant au Portugal, la réalité, c'est qu'il y a une partie des soins que j'aime faire en France, que je profite de voyages pour aller me faire soigner en France, et que souvent, c'est compliqué, parce que si j'ai une assurance locale portugaise, qui peut être de très bonne qualité, bah, pour le coup, quand je pars en France, c'est un peu compliqué. Et vous avez évidemment tous les cas de figure, ceux qui ont gardé leur carte vitale qui est toujours fonctionnelle, ceux qui ne l'ont plus. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est en fait, notre obsession, c'est que ça doit être simple pour nos clients, tout le temps. Donc dans simple, il y a, ça marche partout entre la France et le Portugal, premier élément. Dans simple, il y a... Alors, attendez, je vous interromps. On va garder mon exemple. Donc, je vis en France. Ouais. Et en France, justement, je vais voir mon cardiologue. Très Et bien. le cardiologue, il me prescrit quelques examens. Donc, je vais avoir à faire quelques examens. Premier cas de figure, je suis resté assuré social et je suis assuré social français. Donc là, vous allez agir comme une complémentaire santé, c'est ça? Oui, sans le tiers payant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet du tiers payant, c'est-à-dire que vous allez donner votre carte vitale, vous allez payer votre consultation, la Sécu va vous rembourser les 70% du 65% du coût de cette consultation. Vous nous enverrez ce document, nous vous rembourserons le complément et vous serez donc remboursé à 100% de votre consultation. D'accord. Vous n'avez pas de lien avec la Sécu, comme aujourd'hui les complémentaires Non, santé en France. non. Deuxième cas de figure, je ne suis pas assuré social en France. Et donc, je vais en France et je vais aussi voir le cardiologue parce que je l'aime bien. Et donc là, est-ce que vous agissez comme une assurance privée et vous allez prendre en charge la totalité, enfin, selon les critères et selon les niveaux? Exactement. Comme si vous étiez au Portugal. Donc, si le médecin vous a demandé 130 euros pour sa consultation, c'est un spécialiste, on vous rembourse, admettons, 110 euros sur cette consultation. Vous aurez un reste à charge de 20 euros, mais vous nous envoyez simplement la facture et dans les 2 jours, on vous rembourse le coût de cette consultation. D'accord. Et puis, comme je suis allé en France, ben, je me suis dit que j'allais faire un petit séjour à Bruxelles ou à Amsterdam. Et là, ben, il m'arrive un petit pépin de santé, je dois aller voir le médecin. Je suis aussi couvert? Oui, et oui, c'est aussi le côté, encore une fois, ça doit être simple, c'est-à-dire que pour tous les trajets de moins de 30 jours que vous passerez en dehors de ces deux pays d'assurance que sont l'Espagne et le Portugal, pardon, le Portugal et la France, excusez-moi, je ne veux pas être confusant, mais si vous décidez d'aller ailleurs, et ça, forcément que ça vous arrive de temps en temps, vous êtes couvert partout dans le monde sur les mêmes conditions du tableau de garantie, à condition bien entendu qu'il s'agisse soit d'un accident, soit d'une maladie inopinée. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes diabétique et que vous commencez à aller faire votre soin de diabétique aux États-Unis, forcément, vous n'êtes pas couvert parce que vous n'êtes pas dans une situation de couverture de maladies inopinées, surprenantes de ce type-là. En revanche, vous êtes parti aux États-Unis, vous faites un malaise et on découvre que vous faites du diabète ou d'autres choses, aucun problème, c'est un incident, c'est une maladie inopinée, vous êtes bien couvert quel que soit le lieu sur la planète. Alors, attendez, c'est intéressant que vous dites parce qu'il y a quand même quelque chose que je voudrais bien comprendre. Donc, je suis diabétique, je vais aux États-Unis et tout d'un coup, ben, comme je me teste comme beaucoup de diabétiques, je vois une hausse soudaine de mon diabète. Donc, je vais consulter un médecin pour avoir un avis. Là, je suppose que je suis couvert. Non, parce que Non. non, mais c'est bien que vous posiez cette question, effectivement. En fait, le principe de l'assurance assistance, puisque là, en l'occurrence, vous parlez, c'est de l'assurance voyage, en fait, à partir du moment où on sort de la France et du Portugal, le principe est de couvrir un aléa qui est non prévisible, de bonne foi des deux parties. Donc, dans une assurance santé privée, à partir du moment où vous êtes assuré, quoi que ce soit qui vous arrive dans la zone où vous êtes couvert, vous allez être couvert. Ce n'est pas un sujet, vous avez une maladie chronique, quelle qu'elle soit, ce n'est pas un problème. Mais quand vous sortez de cette zone et avec une zone qui peut coûter très très cher, le principe est de dire on ne va couvrir que l'incident. Et l'incident, c'est un accident, vous êtes renversé, vous tombez, vous vous cassez la jambe, ou c'est une maladie inopinée, donc pas quelque chose sur lequel vous êtes déclaré comme étant chroniquement en situation de soins sur le sujet. Maintenant, pour être très précis, si vous êtes diabétique, vous êtes parti aux États-Unis, mais que vous avez un incident là-bas, évidemment qu'on va prendre en charge parce que c'est un aléa qui n'a rien à voir avec votre maladie chronique.
Allez, je vous coupe, il nous reste 1 minute. C'est très intéressant, on vous réinvitera pour faire un deuxième sujet et rentrer plus dans le fond de certains domaines. Je vais vous poser, bon, l'offre, elle est large, hein. Donc, quand on arrive dans un pays, le Portugal, c'est un pays développé, donc on peut aller chez Fidelidad, on peut aller à la COUF, on peut aller chez Medi, on peut maintenant éventuellement chez vous. Allez, on va vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on viendrait chez vous et qu'on n'irait pas dans les offres locales? Oui, je comprends. Alors, moi, je dirais qu'il y a 3 critères. D'abord des critères pratiques, et puis j'en rajouterai un qui est un peu plus subjectif. Le critère pratique numéro 1, c'est que vous êtes libre d'aller vous faire soigner où vous le souhaitez. Donc, quand on parlait de référencement Eugène, ça ne veut pas dire que vous êtes contraint d'aller là-bas, c'est vous qui choisissez qui vous soigne. Et dans nos études, on voit bien que les Français, ils aiment bien se dire, je suis autonome et indépendant dans le choix du médecin qui me soigne. La deuxième, c'est qu'encore une fois, nos offres, elles vous garantissent finalement partout, mais notamment en tant que Français, très bien en France, très bien au Portugal. Et le troisième point, c'est notre appli. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais l'obsession qu'on a, encore une fois, de simplifier les choses fait que tout est dans votre appli. Bien sûr, tout le monde n'est pas très à l'aise avec les applis, mais on l'a vraiment pensé de façon très ergonomique. Ça va du numéro d'assistance que vous pouvez joindre H24, qui est déjà pré-rempli avec votre numéro de client, jusqu'à la recherche des médecins dans l'appli. Et puis la dimension subjective, je vais vous citer ce que disent les gens qui travaillent avec nous, donc les gens qui nous ont fait confiance et qui s'assurent chez nous. Visiblement, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est les mots qui reviennent. Ce sont d'abord une question de tonalité. Ils trouvent que nos équipes sont, je vais employer des termes qui sont rarement utilisés en business, mais gentilles, qu'elles ont le temps, qu'elles sont professionnelles, qu'elles maîtrisent très très bien les choses. Et je pense que pour un certain nombre de clients, pas tous, hein, mais ce sont des critères qui sont hyper importants parce qu'en fait, quand on parle de sa santé, voilà, on a envie d'avoir quelqu'un au téléphone avec qui, ou en visio, avec qui ou en vis-à-vis, avec qui on puisse discuter plutôt sereinement. Allez, je vais rebondir sur une des choses que vous avez dit, et ensuite on clôture parce on a déjà un peu dépassé le timing. Quand des stagiaires viennent travailler chez nous et qui me disent qu'ils veulent monter leur entreprise, et ils me disent qu'est-ce que tu en penses et tout, je leur dis si vous montez une entreprise dans le B2C, soyez bienveillants et vous réussirez. Donc ça rejoint un peu ce qu'ils vous disent. Merci beaucoup pour ce partage. On reste en Merci à contact, vous. on refera une autre émission. Je vous dis à bientôt. Merci à tous nos auditeurs. Merci d'avoir été présents et à très vite pour une prochaine émission. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. La French Radio. Portugal.